Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball. Aujourd'hui, super content de recevoir quelqu'un que je ne connais pas ou peu, Simon Beaucoras. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super bien. Genre, on le disait avant de commencer à enregistrer. On se connaît pas, mais moi, je te suis sur les réseaux. J'aime ta façon d'utiliser les réseaux. J'aime ta philosophie de vie. On va avoir l'occasion d'en reparler un peu. Puis, je me suis dit, tant qu'à le découvrir, pourquoi ne pas le faire dans le cadre d'un podcast et tout? Merci d'avoir accepté. Puis en plus de ça, tu n'habites pas loin. Ah oui, je suis proche. C'est ça qui est le fun. Donc, moi, ce que je connais de toi, puis on va pouvoir le décortiquer, c'est tu es un spécialiste en finance. Mm-hmm. Donc, et je sais que tu as un centre de Jiu-Jitsu. Exact. Et tu as une compagnie d'entretien de piscine. Oui. je fais de la consultation aussi RH actuellement pour une grosse business qui était un contrat de 3 mois. Puis ça fait 1 an que je suis là parce que ça a l'air que je suis un petit peu bon. Ah, ben c'est parfait ça. Ouais, exactement. Puis comment, si on revient au départ, là, de dire, moi c'est toujours quelque chose qui me fascine de dire, comment quelqu'un, tu sais, parce que tu as toujours été en finance. Là. Non. Non? Comment t'en es venu à arriver en finance? Je me suis retrouvé ultra endetté dans mon début vingtaine. OK. Malgré moi, je l'ai déjà expliqué souvent, j'ai eu des dettes où est-ce que j'étais plus capable de payer les intérêts sur ma carte de crédit parce que je suis quelqu'un dans la vie qui est extrêmement généreux, qui donne beaucoup de moi et je travaillais pour un patron qui me disait qu'il n'y avait pas d'argent alors qu'il y en avait et donc il me payait pas. Mais il disait un jour ok, je vais te payer. Donc moi je continuais là-bas parce que je croyais à la mission de la business. Donc il me payait pas. Mais il fallait faire des commandes et les commandes, c'est moi qui les payais avec ma carte de crédit. Donc, automatiquement, ça devient compliqué. Et puis, j'ai un de mes amis qui était, lui, planificateur financier qui m'a dit « Simon, genre, ça marche plus, il faut que tu fasses de quoi ?» Et il m'a parlé d'une stratégie pour sortir des dettes. C'était avec la carte de transfert de solde. Puis là, j'ai repris ça en main. Puis après, je me suis formé en France, sur l'investissement, plus le trading. Je suis tombé dedans, puis je suis quelqu'un de très extrême dans la vie. Ouais. Quand j'ai une fixation, ça s'en va pas. Et donc, je me suis mis à étudier là-dedans comme un malade, à regarder des vidéos. Je faisais juste ça, je parlais juste de finance. Puis quand tu comprends l'investissement, tu sais, les gens, ils voient un 20$ sur la table. Pour eux, ça va être un 20$. Moi, je vois pas ce 20$ sur la table parce que c'est un 20$ aujourd'hui, en août 2025. Je le vois de ce qu'il peut valoir dans 5, 6, 7, 10 ans si je l'investis. Donc, ma philosophie sur l'argent a complètement changé. Puis ça marche bien avec Moneyball, justement, parce que c'est que cette balle-là, tu la fais rouler, puis elle fait juste grossir. C'est ça le but de l'intérêt composé. Donc, après, je me suis mis à étudier, j'ai fait mes cours ici au CSI, donc comme courtier en valeurs mobilières, qui est dans le fond la bourse. Puis c'est là-dedans après que j'ai continué. Puis pourquoi t'as pas décidé d'aller dans le chemin traditionnel, d'aller travailler pour des grosses firmes d'investissement, des grosses... Premièrement, parce que je suis quelqu'un qui est anti-traditionnel, de une. Okay. Puis de deux, parce que ça me représentait pas. En fait, moi, j'ai fait tous mes cours. Puis arrivé pour passer les examens et les stages, j'ai décidé de pas aller de l'avant parce que faut que tu travailles temps plein. Et moi, je ne veux pas... Je veux avoir le luxe de dire oui, je veux avoir le luxe de dire non. Donc, tu sais, on parle du gym, justement. Je veux avoir le luxe de pouvoir aller m'entraîner le midi, le matin, le soir, quand je veux. Je veux avoir le luxe de si je veux... Moi, c'est ce que j'ai compris l'année passée. C'est drôle, après 37 ans de vie, je suis un bâtisseur. Je suis pas un gars qui va faire la finition. Je suis pas un gars qui va continuer des opérations. Je suis un bâtisseur. J'aime prendre un projet, le bâtir, que ce soit beau. Puis une fois que c'est beau, je fais comme, tu sais quoi, je m'en vais. Mais je le savais pas avant. Donc, je trouvais pas les bons mots pour ça. Puis je l'ai écouté sur un podcast, je sais plus de où. Puis le gars disait, moi, je suis un bâtisseur. Puis il expliquait sa vision des choses. Puis je me suis dit, c'est moi ça. C'est exactement comment je me sens. Quand j'arrive au terme d'un projet, maintenant qu'il faut le continuer puis le développer, j'haïs ça. Donc, moi, j'étais content de dire, je bâtis, je fais le plan d'affaires, je mets tout en marche, le site internet, les réseaux sociaux, les vidéos, aller chercher les premiers clients, faire les listes de prix, tout ça, vraiment la structure, puis après, je peux m'en aller. J'ai fait exactement le même constat. OK. Ah ouais, OK. Moi, j'ai toujours... Moi, c'est plus une comparaison de sport. Là. Moi, je me suis toujours comparé comme... J'ai toujours dit que moi, j'étais le scoreur.
Moi, j'étais un vendeur, c'était moi qui closais des deals, tout le kit. Puis j'ai réalisé il y a quelques années, moi j'ai 43, là, fait que ça fait pas super longtemps, je dis, finalement, je réalise que je suis un passeur. J'aime mieux bâtir un projet, partir la patente, puis après ça, dire, OK, c'est beau, c'est fait, le rush du début, l'adrénaline du début est faite, puis après ça, puis tu sais, moi j'ai eu une agence pendant 9 ans, puis dans les dernières années, je devais gérer une agence que j'avais pas envie de gérer. Et là, aujourd'hui, en étant en formation coaching, c'est ce que je trouve magique. Tu sais, je donne une formation de 3 heures. Ben, il y a un début, il y a une fin. C'est super le fun. Puis après ça, c'est fini. Puis là, je transmets, quand je dis que je suis un passeur, c'est que je passe mon savoir à d'autres gens qui vont faire quelque chose avec. Ouais. Puis ça nous permet d'aller chercher... Puis là, tu sais, déjà, je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai une vision très, très arrêtée au niveau de l'éducation puis au niveau de l'employabilité. J'arrête pas de dire que l'école est faite pour nous rendre employables et non pour nous donner des outils pour réussir dans la vie. C'est drôle, ce matin, avec mon groupe de voisins, on est en train de débattre sur les devoirs parce que j'ai fait une vidéo pour dire que les devoirs, c'était inutile. Puis un de mon ami, il disait que lui, il était pour les devoirs. Puis moi, je disais, pour moi, les devoirs, c'est stupide. L'école n'est pas adaptée depuis les... Moi, j'ai pas de secondaire 5 dans la ville. OK. Je suis arrivé ici de France à 18 ans. Donc, j'étais au lycée. J'aurais dû aller au cégep, sauf que le cégep n'existe nulle part ailleurs dans le monde qu'au Québec. Ouais. Donc, les équivalences n'existent pas vraiment. Ma mère, elle voulait pas que je sois oisif à la maison, vu qu'on arrivait en mois de février. Elle m'a dit, tu vas aller à l'école. C'est quoi la dernière année scolaire que eux m'ont mis, vu que j'avais pas encore mes équivalences, ils m'ont mis en secondaire 5. En février, tu arrives de France au secondaire 5. Au mois de juin, qu'est-ce qui se passe? Les examens du ministère, tu dois les passer. Là, ils te posent qui c'est qui, René Lévesque? Moi, j'en sais rien, moi, un joueur de hockey, je te le dis, je le sais pas. Ils te posent des questions sur les maths, je sais pas, on n'a pas le même programme. Physique, chimie, pas le même programme. Histoire, géo, c'est où le Nunavut? Je sais pas, moi, en Russie, qu'est-ce que je te dis? J'ai aucune idée. Donc, je coule mon secondaire 5. Mes équivalences arrivent. Ouais, mais non, monsieur, nous, le dernier diplôme qu'on a de vous, c'est que vous avez échoué votre secondaire 5, donc vous n'allez pas au cégep. Il faut aller à l'école pour adultes. Moi, je te dis, j'ai une scolarité terrible, mais est-ce que ça m'a empêché d'avoir des bons résultats dans la vie? Non. Après, j'ai travaillé pour des compagnies publiques en tant que gestionnaire. J'étais gestionnaire chez Manpower. C'est top 150, ils sont dans le S&P 500. Ouais. C'est dans les Fortune 500 aux États-Unis. J'étais gestionnaire là-bas. J'étais directeur régional. Ça ne m'a pas empêché. Puis, gérer des gens qui avaient des bacs, des maîtrises. J'ai jamais personne m'a dit, oh, toi, éducation, non, hein, du tout. Ça n'a jamais paru. Mais j'ai fait bien plus d'efforts après sur le côté pour avoir ce. C'est ça. Puis, moi, c'est la discussion parce que moi, mes enfants ont 13 et 19. Mon plus vieux est rentré au cégep. Puis c'était quand même ironique parce que mon plus vieux est rentré en technique en gestion de commerce. Okay. Où est-ce qu'il apprenait le marketing, les médias sociaux, la gestion des business, tout le kit. Mais tu sais, mes enfants, c'est mes stagiaires. Ouais. Depuis des années, mes enfants ont été obligés de lire Rich Dad, Poor Dad. Ouais. On a joué au jeu de justement Rich Dad, Poor Dad. Robert Kiyosaki. De cash flow. Ouais. Là, on jouait à ça. Moi, je faisais jouer à mes enfants au jeu de la vie. Okay. Ça, c'est un jeu qu'on a inventé. Là. Je leur donnais de l'argent, de l'épargne. Et là, les gars, ils allaient sur Marketplace pour se trouver une voiture. Ils allaient sur Centris se trouver une auto, une maison. Il fallait qu'ils calculent combien ça coûte, tout ça. Puis, leur apprendre un peu à gérer avec tout ça. Puis, bien évidemment, avec mon background marketing, médias sociaux. Mais quand il était en technique en gestion de commerce, il était comme, mais je m'emmerde comme c'est pas possible. Puis, il a lâché. Il a lâché parce qu'il disait, je ne vois aucune plus-value. Puis, je le pense. La seule nuance, c'est la discipline, tu sais. On parle de mon domaine, marketing numérique, intelligence artificielle. Je pense pas qu'au cégep, en ce moment, ils sont très, très ferrés au niveau de l'intelligence artificielle. Mais quelqu'un qui va faire 3 ans de cégep ou 2 ans de cégep, mais quelqu'un qui a la discipline, qui va faire 2 ans d'auto-formation, tu sais, qui va travailler avec des experts, qui va travailler avec des formations en ligne, Google, tout le kit, va être beaucoup plus qualifié. Tu sais, moi, en fait, ce que je disais, c'est par rapport aux devoirs et à l'école, il y a une image là, qui parle fort, c'est
une table avec 3 juges, puis en face d'eux, ils ont un éléphant, un singe, un poisson dans un bocal, une girafe. Puis le premier qui arrive en haut de l'arbre, c'est le plus intelligent. 100%. Si t'évalues un poisson à sa capacité de grimper aux arbres, c'est un idiot. C'est clair. Et moi, c'était ça. Moi, j'étais un idiot à l'école. J'étais dans les derniers de la classe. Je regardais mes bulletins la fois passée, puis j'en riais. Et heureusement, maintenant que je m'en suis sorti, parce que c'était pas vargeux. Je voulais pas travailler. Non. Je sais pas que j'étais con. C'était juste pas adapté pour moi. Moi, je suis un sportif dans la vie. J'ai été sportif de haut niveau. M'assois pas sur une chaise pour me parler de mathématiques. C'est ce que je disais dans le groupe ce matin, justement, de Messenger. Il y a d'autres choses à faire parce qu'ils disaient oui, mais ça se développe maintenant la discipline pour les enfants. À 4-5 ans, tu développes leur discipline avec les devoirs, etc. Non! Tu peux leur faire du sport, tu peux leur faire préparer le souper avec maman ou papa, tu peux leur faire de la lecture, comme moi, Olivia, ma fille de 7 ans, tous les jours, on fait de l'anglais. On a du Duolingo, tous les jours. Là, on vient d'acheter une PlayStation. Mais même si on a la PlayStation qui est le nouveau jouet, on fait de l'anglais. Tous les jours, on fait de l'anglais. La saison complète, c'était mardi, jeudi, samedi, jiu-jitsu. Elle n'a pas envie d'y aller, on y va quand même. Par contre, les devoirs, quelque chose qu'elle ne se souviendra pas d'ici. Le lendemain, elle ne s'en souviendra pas. Je suis 100% d'accord. 100%. En plus, il n'y a aucune corrélation avec le fait de faire ses devoirs. Là, je ne parle pas d'étudier, je parle vraiment de faire des devoirs et de réussir sa scolarité et réussir dans la vie. Il n'y en a aucune. L'Allemagne est le pays où est-ce qu'ils ont le moins d'heures d'école en Europe. L'Allemagne est de loin le pays qui a le moins d'heures d'école en Europe et c'est l'un des pays qui a la plus grosse puissance économique mondiale. Moi, ce que j'aime, c'est développer ton esprit critique, développer ta capacité d'analyse, développer ta capacité de réflexion par toi-même. Puis quand c'est trop standardisé, tu sais, puis regarde, on va embarquer là-dedans là, parce que les finances à l'école. Je veux dire, on s'entend, là. On s'entend. Tantôt, tu disais que tu étais très endetté. Là. Moi, je raconte cette histoire-là et tout, puis ça me fait... Aujourd'hui, je trouve ça drôle, mais à l'époque, je trouvais ça pathétique. Moi, mes parents, ma mère a toujours un revenu très, très bas, m'a toujours super bien géré son argent. Okay. Elle était impeccable. Ma mère a magasiné avec les circulaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a en spécial cette semaine à l'épicerie? C'est ça qu'on va manger cette semaine. T'sais. Ma mère a toujours eu une gestion financière, mais elle ne nous a transmis aucun savoir. Okay. Parce qu'à l'époque, c'était fais tes affaires et tout. Mon père, même chose. Et moi, je n'avais aucune connaissance financière jusqu'à l'âge de 17, 18, 19 ans. Là. Mais je te dis, zéro, une barre. Là. La première carte de crédit que j'ai eue, c'est au cégep. Je suis allé perdre mon temps au cégep pour suivre le chemin. Et je dis souvent que j'allais souvent à la cafétéria du cégep. J'allais à la cafétéria, je jasais avec le monde, je ratais mes cours, puis je retournais chez nous. T'sais. Et BMO se promenait dans la cafétéria du cégep pour nous donner des cartes de crédit. Ils ont le droit de faire ça? Peut-être plus aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait le droit. Là, on parle de ça, c'est début des années 2000. Donc, je signe pour une carte de crédit, 500 $. Moi, je suis super content, parce que j'ai pas beaucoup d'argent et tout. Et là, je prends ma carte de crédit, je la remplis. Évidemment. Bien évidemment. Et elle se le remplit là, à une vitesse phénoménale. Et là, elle est pleine. Et moi, j'attends le 1er du mois pour que ma carte retombe à 0 dans ma compréhension. Fait que le 1er du mois, je m'en vais au dépanneur à côté de chez nous. Je vais m'acheter un sous-marin, un Pepsi. Et là, j'arrive à la caisse, je paye. La carte passe pas. Et là, je dis au caissier, je dis, mais pourtant, je dis, on est le 1er. Là, il me dit, mais ça change quoi? Je dis, ben, le 1er du mois, la carte de crédit tombe à 0. C'est comme... Non, man, faut que tu payes ta carte. C'est quand même drôle, par contre. Et c'est quand même très drôle. Ouais. Mais mon éducation du crédit a été faite par le commis de l'épicerie, du dépanneur, un 1er du mois, parce que, puis c'est avec ça que je partais comme bagage. Puis aujourd'hui, je me suis formé, puis je me suis éduqué, puis tout le kit, mais ça change rien que j'étais un jeune de 18 ans qui comprenait pas comment fonctionnait le crédit. Nous, je suis arrivé au Québec à 18 ans. Mes parents ont acheté une maison. Je pense qu'ils l'ont acheté cash parce qu'on avait vendu celle en France. Ouais. Mais je ne savais pas ce que c'était une hypothèque. Aucune idée. Le crédit, aucune idée. Un compte épargne, un compte chèque, un CELI, REER. Bon, après, je venais de France, donc c'est normal. En France, c'est des autres termes.
Mais c'est pas normal. Je disais ça à ma blonde avant-hier, on parlait de ça. Je disais, toi, est-ce que tes parents, ils te disaient, mets de l'argent de côté, tu sais, économise, investis? Elle me dit, non, jamais. J'étais comme... Moi, ma mère me disait, arrête de dépenser ton argent. Ouais. Moi, j'étais comme, pourquoi? Est-ce que, là, Retraite Québec, on fait une publication qui a suscité énormément de fougue sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont dit que le RRQ, donc le régime des rentes du Québec, ce n'était pas pour couvrir 100% de la retraite des gens. C'était une aide pour pallier à la retraite des gens. Et là, les gens sont comme... Parce que fais un micro-trottoir dans la rue, puis tu dis, le RRQ, c'est quoi? Ah, bah, c'est ma retraite. Ah non, guys, là. C'est pas du tout votre retraite. Là, c'est quelques centaines de dollars. C'est là, quelques centaines de dollars. Là, puis là, si tu le prends à 60, à 65 ou à 70, peut être bonifié et tout le kit. Mais, voilà. mais je veux dire, c'est pas 3000 $ par mois. Là. Ben non. Je sais même pas si c'est un... Tu sais, parce qu'il y a un plafond, à atteindre et tout. Là, je vais te dire, les chiffres sont peut-être pas réels là, parce que je les sors à travers mon chapeau. Le maximum que tu peux aller chercher de la RRQ l'an 2025, c'est aux alentours de 18 000 $ annuels. Si tu as cotisé au maximum. Si tu as cotisé au maximum. Et la moyenne qui donne actuellement au Québec, c'est environ 9 000 $. 9 000. Exactement. Ça, 9 000 $, c'est 800 $ par mois, 700 quelques piastres par mois. Après, tu as le fédéral qui donne 8 000 par année à peu près, 8-9 000 par année aussi. Puis après, il y en a qui vont avoir supplément de revenu garanti. Le SRG, le supplément de revenu garanti qui va tomber aussi. Mais on ne vivra pas... quelqu'un qui n'a rien de côté, qui n'a pas de maison en plus ou quoi, ça ne sera pas vargeux. Mais non, c'est pas normal, on parlait d'éducation, c'est pas normal qu'on soit rendu là actuellement aujourd'hui et que nos jeunes ne sont pas au courant. Pour moi, c'est un non-sens. Moi, ce qui me fait capoter, c'est en plus quand on en parle aux parents. Tu sais, si toi, c'est trop tard pour toi, mettons, tu as 50 ans, c'est trop tard pour toi, tu n'as pas d'argent de côté, tu as plein de dettes, tu sais que tu n'auras pas des 1000 et des 100 pour la retraite, donne-le à tes enfants. Donne un héritage de connaissances à tes enfants. Forme-les là-dessus. Apprends-leur que, hey, guys, c'est maintenant que c'est important. Puis on met souvent en opposition épargner / économiser / investir avec, je le mets en opposition avec profiter de la vie. Comme si, vu que tu as investi dans la vie, tu n'as jamais profité. Mais non. Tu peux faire un mélange des deux, là. Moi, je prône l'équilibre à fond. Hein. Je suis vraiment quelqu'un de... Puis, tu sais, moi, j'ai eu cette discussion-là avec les enfants, puis c'est justement ce que je leur disais, c'est que je dis les gens qui ont la notion qu'ils ne profitent pas de la vie, c'est que, comme tu dis, ils sont dans un déséquilibre. Tu sais, j'ai un ami qui a pris sa retraite à 34 ans. Mais tu sais, il a travaillé, puis là, tu sais, je veux rembourser mon hypothèque, je veux remplir tout ça. Puis à 34 ans, il prend sa retraite. Puis là, ça fait peut-être 1 ou 2 ans et tout, mais je le sens pas super heureux. Non. Parce que là... Tout le monde travaille. Lui, il est tout seul. Il a jamais. Tu sais, fait je pense que son idéal qui s'était bâti était peut-être pas réaliste. Il aurait pu dire, tu sais, je vais faire ça jusqu'à 50. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je suis beaucoup dans une démarche où est-ce que je veux avoir le mode de vie que j'ai là en ce moment. Moi, je le veux pour longtemps. Pareil. Tu sais, de dire, tu sais, j'ai 43 ans, puis de dire qu'en pour encore 25-30 ans, de continuer à faire ça, ma semi-retraite de 30 ans, tu sais, plutôt que de dire, je vais travailler comme un fou, puis après ça, je vais prendre ma retraite. Moi, l'exemple que je donne, c'est moi, mon père a décédé à 63 ans. Puis mon père me disait toujours, j'ai hâte à 67 ans, je vais prendre ma retraite, je vais pouvoir profiter de la vie. Ouais, non, c'est ça. C'est fait un peu avoir dans l'histoire, là, tu sais. Mais moi, j'ai jamais eu, tu sais, puis j'ai jamais eu d'éducation financière de dire, il faut que tu mettes de l'argent de côté, puis tout le kit, les intérêts composés, personne. Je commence à le faire avec mes enfants. Puis moi, ce que je veux, c'est que plus ils commencent jeunes, puis ils voient, plus ça va les faire triper. Ah bah oui. Tu sais, mon plus jeune Henri, 13 ans, on lui a donné la possibilité de... Parce que moi et sa mère, on ne maximise pas son régime d'épargne-études. On lui a donné la possibilité de caper le reste. OK. De dire, tu sais, il y a un montant qui reste, mais si tu veux prendre ton argent pour pouvoir le mettre dedans... Quelle bonne idée. Tu vas avoir du 30% de rendement, tout ça. Puis là, on le sait que quand il va arriver à 18 ans, puis qu'il le réclame, il est comme... Mon 500$ que j'ai mis pendant 5 ans est devenu c'est 2500 plus 30% plus des intérêts. Là, c'est du réel. T'sais. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Quand je mets mon argent dans mon CELI, moi, je le mets en début d'année parce que j'ai la chance d'avoir de la liquidité. C'est pas tout le monde qui peut le mettre d'un coup. Moi, j'ai la chance de pouvoir le mettre d'un coup. Quand je mets mon 6500, 7000, peu importe, le 2-3 janvier, je suis content. J'ai vraiment une
un sentiment de satisfaction. Je me dis pas comme ah, merde, je viens de mettre un 7000 là-dedans, j'aurais pu aller je sais pas trop où là, dans le sens, mais tu sais. Mais après, j'ai fait mes devoirs depuis que je suis jeune. Tu sais, j'en ai 37. Moi, à partir de 25-26 ans, on a commencé, c'est pas toujours la meilleure idée, mais pour ma blonde et moi, c'était la meilleure idée à l'époque. On a payé notre maison en accéléré. Ouais. On a décidé de payer notre hypothèque en accéléré. Les taux étaient très bas, donc on a payé du capital énormément. Donc là, on a racheté une plus grosse maison. On a pu mettre 230 000 de cash down sur la maison. Donc, tu sais, on a pu faire des bons choix. Et en fait, c'est ça que l'argent te donne, c'est la possibilité de faire des bons choix. C'est ça le but de l'argent. C'est un outil. Puis c'est là que je trouve intéressant. Puis c'est la notion de faire des bons choix. Mm-hmm. Puis moi, je l'ai changé beaucoup. Là. Tu sais, j'ai fait un post là-dessus. En réalité, je le fais à toutes les années comme un reminder. Là. Mais moi, en 2021, j'ai fait une péricardite. Je suis monté d'urgence à l'hôpital, inflammation de l'enveloppe du cœur, puis je pensais mourir. 39 ans. Et quand cet épisode-là est arrivé, j'ai un peu... Tu sais, t'as le flash de ta vie de dire, crime, si je meurs maintenant et tout. J'avais une grosse maison à Saint-Hilaire, je roulais en Audi, tu sais, tout ça. Puis tout ça était très, très, très secondaire. Ben ouais. C'est comme, je m'en fous de ma maison, puis je m'en fous de ma Audi, puis moi, j'ai juste envie d'avoir du temps, puis de profiter de la vie avec mes kids et tout. Et à partir de ce moment-là, je me suis séparé, j'ai vendu la maison, j'ai vendu la voiture et tout ça. Aujourd'hui, j'ai un petit bungalow à Belleuil qui est déjà, des fois, je trouve trop grand, juste pour faire l'entretien et tout. Puis, mais c'est ça, la notion des bons choix. Puis toi, ce que j'aime dans ce que tu racontes, c'est que toi, tu as fait les bons choix pour être capable d'avoir des actifs, pour pouvoir avoir de l'investissement et tout. Puis après ça, dans le quotidien, tu peux faire ce que tu aimes. Ouais. Plutôt que de te faire chier, on va le dire comme ça, de te faire chier à travailler parce que j'ai besoin de rentrer tant d'argent parce que j'ai tant de dépenses, puis je suis embarqué dans le rat race. Moi, j'ai pas de budget. Avec ma blonde, ça fait des années qu'on n'a pas de budget. Ta blonde, elle fait quoi? Elle est gestionnaire pour une compagnie publique dans le fond, les jouets pour enfants. OK. Donc Hasbro. OK. Ceux qui sont le Monopoly, le Scrabble et tout. Donc elle est comme dans le middle management. En tout cas, elle gère pas de monde vraiment, mais elle gère comme des projets. Là, elle est en congé maternité. Ouais. Elle va revenir. Mais elle a une super bonne job aussi. Là, ils ont des bons avantages, des grosses assurances et des bonus. Donc, c'est souvent le mélange des deux qui est le scénario parfait. Hein? Ouais. Ouais. Nous autres, on est deux entrepreneurs. Fait que ça amène une certaine instabilité, mais ça amène beaucoup de flexibilité. De c'est dire, sûr. Si on veut partir en voyage, comme on s'en va en Californie au mois de novembre, c'est de dire, tu peux-tu? Ben oui. Bon, tu peux-tu? Ben oui. Ben let's go, on part. On n'est pas disponible cette semaine-là, puis on part et tout. Mais là, tu me disais que, là, on a parlé de finances, puis je sais que tu parles souvent de finances, mais là, moi, je voulais aller sur l'autre angle de Jiu-Jitsu. Ouais. Donc, tu as je sais pas si on appelle ça un gym, un studio. Ouais, on appelle ça un gym, okay. ouais. Fait que ça, c'est amable. Puis ouais. toi, tu as toujours été passionné de ça. Puis... Ben moi, j'ai commencé très jeune, vers 4 ans et demi, 5 ans avec le karaté en France. Puis après, au Québec, j'ai continué le karaté. J'ai fait l'équipe du Québec, les championnats canadiens. Puis après, j'étais tanné. Tu sais, quand ça fait 20 ans que tu fais la même chose, t'es comme, je vais voir d'autres choses. Puis j'ai commencé le jiu-jitsu. Puis là, ça a été la piqûre directe. Là, c'était incroyable. Puis qui est un sport tellement efficace. Puis là, je m'entraîne. Je suis en train de vendre mes parts dans le gym. Donc là, je m'entraîne à 2 places à Brossard, les midis. Vu que mon contrat est à Brossard de consultation, RH, ouais. les midis, je m'en vais à Brossard m'entraîner au Ronnie Nova. Puis les autres jours, je m'en vais à Varennes, au Patriote. À Varennes, qui a un super de beau gym. Le calibre est incroyable. Puis tu vois, on parlait de marketing, tu as un gars de marketing. Hier, je parlais avec l'un des propriétaires que l'image, parce qu'ils veulent retravailler leur image, puis leur image de marque. Moi, au début, quand on parlait de ce gym-là, c'est un gym un peu boboche. Les gars sont pas très bons. Puis en fait, tu arrives là, puis le calibre est incroyable. Mais c'est pas comme ça qu'ils se vendent, entre guillemets. Donc toi, tu te dis, c'est un gym vraiment comme de base. Tu vas apprendre des petites techniques relax. Puis tu arrives là-bas. J'ai un de leurs coachs là-bas, Mathieu Lompré, il s'appelle. C'est pour moi le meilleur combattant que je me suis battu avec. Okay. Il m'a défoncé comme si j'étais un enfant de 6 ans qui essayait de se battre avec son père. Genre, il m'a martelé.
Puis on s'entend, là. Je veux dire, je suis bon. C'est ça. T'es pas un amateur. Non, ça fait des années que j'en fais. Je m'entraîne 3-4 fois par semaine. J'ai un problème de musculation. J'ai fait de la compétition. Je suis un athlète. Là. Je suis fort physiquement. Souvent, les gars, ils se battent avec moi. Ils sont quand même, t'es fort physiquement. J'ai une bonne grip. Je fonce. J'ai pas peur. J'ai une bonne condition physique. Mais il me passe dessus et il passe à travers toutes les black belts du gym. Là. Genre, le gars, c'est une machine. Puis je disais hier au propriétaire, à Nal, il s'appelle. Puis je disais, Nal, un gars comme ça, il devrait être partout. Il devrait avoir un line-up pour venir à ce gym-là. Et c'est là que des fois, l'image des gens, elle est un peu teintée parce que soit on market mal ou soit on market juste pas de la bonne façon. On ne fait pas. Mais donc, ça, là, je suis plus à Varennes. Puis le jiu-jitsu, c'est vraiment pour moi un exutoire. Là. C'est un échappatoire dans ma vie. T'as vu, moi, c'est le golf. C'est pas la même intensité. Mais on parlait de piscine. Ouais. Ben, c'est pareil. T'es dehors, t'es relax, tu oublies tout. Ouais. C'est ça le but. Moi, je ressors du gym, j'ai pas regardé mon téléphone, je me suis battu, entre guillemets, avec d'autres gars. C'est force contre force, c'est comme un jeu d'échecs humain. Puis c'est ça qu'on veut, c'est de couper le cerveau pendant quelques minutes. Moi, ça a été ça, parce que moi quand j'ai fermé mon agence l'année passée, tu sais, je te le disais tantôt, puis tu sais, je veux dire, j'ai pas fermé mon agence parce que ça allait bien. J'ai fermé mon agence parce qu'elle avait trop de dépenses, les salaires avaient augmenté, les revenus avaient baissé, puis tout le kit. Fait que moi, quand j'ai fini mon année 2023, ma comptable, elle m'a dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu as fait 1 million. La mauvaise nouvelle, c'est que tu as 1,22 million de dépenses. Okay. Fait qu'au final, tu as travaillé comme un fou pendant 1 an de temps pour, même pas zéro, perdre de l'argent. Pour aller sortir de tes REER, parce que c'était les fonds que j'avais disponibles pour être capable de faire ça. Je suis comme, cool, je suis vraiment très heureux. Et là, quand j'ai fermé l'agence, remercier tout le monde, qui a été un bout difficile et tout. Et là, il fallait faire la transition qui était quand même difficile, puis c'était très éprouvant physiquement, mentalement, et tout. Puis à un moment donné, j'ai dit à ma blonde, moi, je joue au golf. J'avais jamais joué. Okay. Puis là, je suis parti jouer au golf. Ça a été ça, ma thérapie. Okay. Parce que, tu sais, un peu comme tu dis, quand tu fais du combat, puis tu sais, je fais un parallèle, mais tu vas voir que ça fait quand même du sens. Tu sais, quand tu fais un combat ou quand tu joues au golf, c'est toi contre toi, mais toi, c'est contre un adversaire. Tu peux pas commencer à penser à ton cash flow quand le gars, il s'avance. Là. Si tu commences, le combat, il est fini avant même qu'il ait commencé, mais c'est la même chose. Puis je me suis surpris à faire ça, à dire, le cellulaire est dans le sac, puis pendant 4 heures de temps, 5 heures de temps, tu prends le téléphone, il y a des messages, il y a des ci, il y a des ça. Je n'y ai pas pensé une seule seconde. Ce qui est probablement quelque chose d'extrêmement difficile à faire aujourd'hui. Ben oui. Tu sais, de juste de te déconnecter, de ne plus être là. Moi, j'ai un enjeu. Mes enfants ont des enjeux, ma blonde a des enjeux, tout le monde a des enjeux là-dessus. Puis le sport, 100%. C'est terrible. Puis je veux dire, on s'entend que les algorithmes sont faits pour que tu aies le goût d'y aller, tout le kit. Moi, j'ai perdu mon Instagram il y a 1 mois à peu près. Là. Ouais. Donc j'en ai un nouveau. Puis là, l'algorithme, là, il est genre sur la coche de Instagram. Toutes les reels que je regarde sur Instagram, je vais au suivant tellement il est bon. Je suis comme, ah my god, je vais au suivant, je les envoie toutes comme mes chums et tout, tellement c'est drôle. Genre l'algorithme a ciblé comme il est dans mon cerveau. Là. Il sait exactement ce que je veux regarder. C'est tout des trucs père-fille, des trucs. C'est juste ça. C'est juste des trucs comme ça qui sont drôles avec le papa et la fille ou des trucs plus familiaux. Puis ça me parle tellement, tu sais. Donc, avec les bébés, le premier, le deuxième, les différences, je te dis, je pourrais passer des heures à faire ça le soir. Il faut passer 10h30, j'étais encore en train de scroller sur mon Instagram. C'est quoi ta relation avec les médias sociaux? Je déteste j'ai voulu être connu sur les médias sociaux. Je me suis dit, mon but, c'était d'être reconnu, mais pas, tu sais, dans le sens pas célèbre, je veux me la péter, regarde quelqu'un, je sais qui je suis. Je voulais amener tellement de valeur que les gens disent, ce gars-là, je le reconnais, c'est quelqu'un qui m'a amené beaucoup de valeur, parce que d'être viral maintenant, je dis pas que c'est pas difficile, mais tu sais, s'il faut, je vais aller, entre guillemets, faire une connerie sur le pont Jacques-Cartier, ou tu sais, là, je vais être viral. Là, moi, ce que j'appelle, c'est ce que j'appelle en termes moneyball, c'est l'ampleur de la visibilité. Ça sert à rien d'être vu par 1 million de personnes qui s'en battent les couilles de ce que tu fais. C'est mieux d'être 10 000, 20 000 personnes qui te connaissent, qui te reconnaissent et qui crédibilisent ton expertise. Ouais, c'est exactement ça. En fait, je me suis dit, donc les réseaux sociaux at large, c'était une bonne idée à la base. Puis je pense que ça n'a jamais autant éloigné les gens les uns des autres.
T'es dans le lit le soir avec ta blonde ou tu regardes la télé avec ta fille, puis t'es sur ton cellulaire parce que le film c'est Moana 2, puis t'es comme Moana 2, j'en ai un peu rien à foutre. Donc tu regardes ton téléphone, puis ta petite elle est comme là, pourquoi tu regardes pas la télé avec moi? Ah oui, c'est vrai, ok, faut que je regarde Moana 2. Il y a ça. Et après, c'est une fois que t'es une personnalité, entre guillemets, donc tu crées du contenu, on va dire que tu crées du contenu. Là, t'as les commentaires, les insultes, les gens qui te disent que t'es un mouton parce que t'as investi dans un CELI. Puis ça me fait rien. Honnêtement, maintenant, je le regarde hier, quelqu'un, justement, il m'a dit ça, que j'étais un mouton parce que j'ai investi dans mon CELI. Puis il avait marqué une phrase juste avant que t'as mis 102 000 $ dans ton CELI en 2009. Puis si tu connaissais un peu ça, tu saurais que 102 000, c'est la limite qu'on a aujourd'hui en 2025. En 2009, c'était 6 000 ou 7 000 ou 5 000, peut-être, je me souviens pas. Mais donc, à quoi ça sert de débattre avec quelqu'un? C'est là où je suis. 100%. Comme quelqu'un qui vient me voir, puis on parle de jiu-jitsu. Le jiu-jitsu, ça sert à rien. Si tu te bats, ça servira à rien. Puis c'est un des grands champions de jiu-jitsu qui s'appelle Gordon Ryan. Il dit, quelqu'un qui va venir te voir, puis qui joue, je pense qu'il parle du soccer ou du hockey, peu importe, puis il dit, quelqu'un vient te voir, toi, t'as jamais joué au soccer de ta vie. Puis là, t'as un gars qui dit, moi, je m'entraîne 3-4 fois par semaine, je fais des matchs à tous les dimanches, ça fait 10 ans que je pratique le soccer. Veux-tu qu'on fasse une game? Penses-tu que tu vas gagner contre ce gars-là? Non. Si t'as jamais fait de soccer de ta vie ou que t'as joué un petit peu au ballon avec tes enfants, puis que lui, c'est un gars qui s'entraîne quasiment professionnellement, qui a un programme d'entraînement, qui fait des tirs. Le soir, lui, il regarde pas la télé, il s'en va au terrain, puis il fait des tirs et des tirs et des tirs dans le but. Tu risques de te faire un peu défoncer. C'est la même chose avec un sport de combat. Et les gens, ils ont cette image-là, ou avec les finances, que je fais du contenu financier, mais ils vont essayer, des gens qui ne connaissent rien, de t'amener dans des recoins pour dire que t'as tort. Non, j'ai pas tort, je dis des faits. C'est factuel ce que je dis. C'est pas une opinion. Puis moi, c'est ce que j'aime beaucoup de ton approche. Parce que on en parlait tantôt en pré-entrevue, tu sais, il y a des formations, puis des formateurs, puis des experts, puis des gens qui réussissent à générer des 100 000 $ par mois en très peu d'efforts et tout le kit. Il y en a beaucoup qui se proclament comme ça. Puis moi, ce que j'aime, c'est ton authenticité de dire, voici les chiffres, voici ce que ça donne, voici. Puis t'es pas dans l'illusoire et dans le... de dire, si vous faites cette technique-là, vous allez devenir multimillionnaire en 4 jours. Parce que moi, les médias sociaux, j'aime ça dans une certaine mesure parce que ça permet de rester en contact avec des gens que je voyais pas. Ça permet, comme je te dis, jouer au golf. Je suis allé jouer au golf avec des gars que j'avais perdu de vue, mais juste par les médias sociaux qu'on partageait du contenu de golf, on s'est... Hey, ça serait cool qu'on aille jouer. Finalement, on est allé jouer et tout. Fait que ça permet de faire certains contacts. Moi, ce que je déteste profondément des médias sociaux, c'est que maintenant, tout est une question de promotion de la recette miracle. Dans tout. Du paraître, avec aucune preuve. Ouais, c'est ça. De dire, j'ai perdu 20 livres grâce à cette technique ultime. J'ai réussi à générer 200 000 de revenus en 90 jours. J'ai réussi à atteindre 50 000 abonnés. Puis, de dire, de un, c'est pas vrai. De deux, puis là, c'est une formation, bien évidemment, que tu vas me vendre pour être capable de faire ça. Fait que, puis je me souviens plus qui disait ça. Puis c'était un podcast de Steven Bartlett. Je sais pas si tu l'écoutes, The Diary of a CEO. C'est vraiment super bon. Et c'est un gars qui dit, je peux pas croire que les gens regardent la vie des autres sur les médias sociaux. Donc, je regarde la vie des autres sur les médias sociaux, mais on s'entend que ce qu'il me montre de sa vie, c'est un moment qu'il a choisi, qu'il a stagé et qu'il me montre. Mais ça, c'est 1% de sa vie, puis qui a été maquillé, aseptisé et tout. Mais les gens regardent ça et se comparent à ça. Ouais. C'est le gros problème. Ouais. Les gens, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais évidemment, je m'en vais au resto, je vais mettre ma photo de mon assiette, je vais prendre une coupe de clichés, je vais mettre la plus belle photo de mon assiette, même si je le fais pas. Mais les gens, ils voient pas que le lendemain, j'ai mangé du mac and cheese au dîner ou un sandwich au poulet. Les gens, ils le voient pas. Donc, c'est un peu... Puis moi, ce que je reproche, c'est vraiment, comme tu dis, la recette miracle. Et de deux, c'est qu'il n'y a aucune preuve. Moi, on parle en finance de battre le marché. Ouais. Donc, le marché, le S&P 500, le Nasdaq, peu importe. Moi, j'ai battu le marché. OK. As-tu les preuves? Ouais. Non, mais si tu les veux, achète ma formation. Non. Puis moi, c'est vraiment, quand je me suis lancé en formation,
Je me suis dit, je veux que les gens, ils voient ce que j'ai pour vrai. Parce que sinon, c'est trop facile d'inventer n'importe quoi. Ouais, des Moi, je vois les témoignages. filles de 20 ans là, qui sont comme, si tu veux avoir le ventre plat, bro, t'as 20 ans, t'as pas d'enfant. Évidemment, moi, peu importe la fille, entre guillemets, à 20 ans, elle avait le ventre plat puis elle était en shape. Là. Ouais. Fais ça, montre-moi maintenant à 45 ans, après que tu as eu 2-3 enfants, une job, puis que tu dois Travailler temps plein, t'occuper des enfants, puis trouver le temps. Ouais, c'est ça. Je dis pas que c'est pas faisable. Hein. Non, J'en connais. Non. Mais à 20 ans, c'est bon. Là. Ouais, mais c'est ça. Puis il y a toute cette notion de superficiel et de faux, on va le dire comme ça, là, de faux. Puis ça amène les gens à croire à ça et ça amène les gens à vouloir obtenir ça, surtout la nouvelle génération, tu sais. La nouvelle génération qui regarde puis qui disent qu'ils n'ont pas nécessairement le même background que nous autres, la même expérience, puis qui regardent un gars de 22-23 ans qui se promène en Ferrari, puis ils sont comme « Ah, je veux ça ». Mais nous, on est capable de savoir, de dire « Ouais, mais premièrement, il l'a loué le temps du shooting photo. Deuxièmement, parce qu'après ça, tu regardes, il n'y a pas d'abonnés, il y a très peu d'interactions. Quand il fait ses lives, tu vois qu'il est dans un demi-sous-sol. T'es comme, si j'ai une Ferrari, si tu as une Ferrari et tu habites dans un demi-sous-sol, il y a un problème. Soit que tu gères très mal ton argent, ou soit que c'est juste fake et tout ça. Fait qu'il y a une notion d'éducation et tout ça. Puis moi, c'est ce que j'aimais beaucoup parce que c'était très organique, la façon que j'ai commencé à te suivre. C'est-à-dire, je suivais ton contenu, puis j'étais comme, je trouve ça intéressant. Tu sais, souvent, quand il y a des stories, puis j'ai envie d'en écouter un autre, puis d'en écouter un autre et tout. Puis tu vulgarises bien la patente, puis t'as une façon qui est très, très, je dirais pas authentique, mais qui est très pragmatique, de dire, tu sais, c'est pas... puis comme tu dis, les gens qui battent le marché, là, ça, c'est quelque chose qui me fait... C'est comme ceux qui font des paris. Qui disent, j'ai gagné, j'ai mis 5$ puis j'ai gagné 200. Ouais, mais je sais que tu paries tout le temps, puis ça fait comme 2 mois que tu m'as pas parlé de rien. Fait que ça veut dire que pendant 2 mois, tu étais en perte, mais là, ça, on n'en parle pas. Puis là, quand tu as gagné, tu sais, montre-moi ton portefeuille au complet. Là. C'est ça que mais les gens, il y a drôlement inspirant que j'ai aimé la fois passée. Il a fait Charles, il avait fait un post. Je sais pas si tu l'as vu, mais il disait qu'il était tanné, puis qu'il changeait sa façon de voir. Et j'étais en studio, justement, la journée où je l'ai écouté. Je suis en train de préparer mes affaires, puis ça roulait sur mon téléphone. Je me suis arrêté pour le regarder, puis j'ai dit quand même, c'est exactement ce que je ressens. Il dit, tu sais quoi, je suis tanné des hooks de 3 secondes pour avoir l'attention de la personne. Je suis tanné de faire, voici 5 choses pour ceci, cela. Et attends, les 2 dernières, tu vas voir comment c'est fou. Il dit, je suis tanné de tout ce fake-là, de cette stratégie des réseaux sociaux. Je sais pas quand est-ce qu'il a fait ça, mais j'ai fait un post. Il y a un mois. J'ai fait un post très similaire à ça il y a quelques semaines, quelques mois, de dire, j'en ai marre que ça soit devenu une recette. Je suis tanné, je suis tellement tanné. Ouais. Et là, il faut que ce soit une infolettre. Mais là, ça prend un CTA, donc call to action, pour ceux qui ne savent pas. Ça prend un call to action dans l'infolettre. Et là, je vais faire un gros rabais. Puis là, ça prend une landing page. Puis la landing page doit être faite comme ça, avec des promesses. Peux-tu juste m'acheter ma formation? Parce qu'on parlait de ça aussi tantôt. Il y en a beaucoup qui m'écrivent pour dire, est-ce que j'investirais dans ça? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais faire ça? Guys, c'est mon métier. À un moment donné, il faut que je sois rémunéré. Oui, j'ai de l'argent. Mais si c'est pas que je veux donner mes choses gratuitement, c'est que c'est ce que j'ai expliqué à un gars cette semaine sur Instagram. Il m'écrit des pavés, puis je lui dis, écoute, OK. En plus, il me fait des vocaux. Prends un appel avec moi. Tu as des 30 minutes ou des 60 minutes. Tu vas apprendre plein de stocks, même des choses que tu ne savais pas, tu vas les savoir. Ouais, mais là, j'ai juste 2 questions, c'est rapide. Oui, mais écoute, je fais des podcasts ou est-ce que j'en fais tout seul? Ou est-ce que j'invite des Top Guns, des fiscalistes, des CPA, des MBA, des planificateurs financiers gratuitement? Par contre, le studio, il faut le louer, on s'entend? Ouais. Faire les montages et publier, etc., c'est du temps que je mets. J'écris des infolettres, je fais des capsules vidéo sur mon propre temps. Et là, tu es en train de me dire que moi, maintenant, Simon, que mon plus gros luxe, c'est le temps, que je devrais prendre mon temps pour te répondre alors que je ne te connais ni d'Ève ni d'Adam, je ne t'ai jamais vu, je ne connais pas ton nom, mais je devrais prendre mon temps, tout le temps que j'ai mis à me former pour répondre à ta question? Non. 100%. Ah, mais c'est pas comme ça qu'on parle aux clients. Ouais, mais t'es pas mon client. Ouais, c'est ça. T'as un abonné sur mes réseaux sociaux. Ouais. C'est tout. Je te dois rien, tu me dois rien, mais je te dois je rien. suis un client potentiel.
OK, fine, j'ai pas besoin de toi. Prendre en compte si t'es toi client potentiel. Exactement, c'est prendre ça, une rencontre. Ouais. Donc, tu sais, c'est un peu là-dessus que il le ferait, là. Quand j'ai reparti ma compagnie de piscine, Ouais. le nombre de personnes qui m'ont écrit « Ah, Simon, j'ai une petite fuite, pourrais-tu passer ?» C'est un appel de service, c'est $150. Ouais, mais non, mais c'est juste pour que tu puisses venir checker. Ouais, c'est un appel de service. Je suis pas tout le temps à la business. Là. Ouais. J'ai un partenaire. Donc, c'est $150. Parce qu'après, tu sais, mon beau-frère, il y a une compagnie de climatisation qui s'appelle Climfax. Puis, ma sœur, elle me dit tout le temps, l'été, là, on a beaucoup d'amis. Hein. Oui. Le téléphone, il sonne. Moi, l'hiver, j'ai pas beaucoup d'amis. Mais l'été, avec ma piscine, j'ai quand même une très belle piscine. J'en ai des amis qui me disent « Ah, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Il faudrait qu'on se voit. » L'hiver, plus personne n'est là, mais l'été, sacrément, quand il y a des canicules en particulier, j'ai beaucoup plus de messages sur Instagram et Messenger. Les gens, c'est des opportunistes, puis c'est correct, ça fait partie du jeu, mais tu sais, pour les formations, je me dis, j'ai tout enregistré, j'ai mis mon knowledge là-dedans, mes études, je l'ai fait. C'est pas comme si j'ai juste des connaissances que je les donne, je l'ai fait. Ouais. Je le fais encore maintenant, je vous partage ce que je fais. À un moment donné, débourse sur ton portefeuille. Là. Je suis en même place. Moi, je suis en même place. Tu sais, j'ai un groupe Money Ballers. Il y a comme 600 quelques personnes dedans. Je fais des Q&A, je réponds à des questions parce que eux ils sont investis dans mon groupe, c'est le fun. Puis en même temps, c'est un bassin de clients potentiels pour lesquels je peux démontrer mon expertise. Puis tu vois, tu sais, je suis pas dans le viral. C'est quelques centaines de personnes dans un groupe que je trouve ça le fun. Je donne des trucs, je donne des conseils et tout ça. Mais je suis capable de mettre ma limite aussi. Oui. De dire, tu sais, puis tu le vois, là. Tu sais, il y en a qui vont te poser une question très, très simple et puis tu peux répondre sans aucun problème. Tu sais, quelqu'un qui te dit, c'est quoi le plafond pour le CELI? Tu sais, ça se répond. Mais là, quand tu veux pick my brain, je veux dire, tu vas payer pour. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. La personne me dit « Hey, salut Simon, je m'appelle untel, j'ai 25 ans, voici ce que j'ai, puis là, je serais intéressé par ce fonds-là, mais là, j'aimerais peut-être aussi ce fonds-là. Qu'est-ce que t'en penses si je mets celui-là? Puis là aussi, pour mon REER, OK, mais... Consultation. Prends une, à ce niveau-là, prends une consultation. Ouais. Quelqu'un qui va me poser une question, que j'ai écrit une infolette là-dessus ou un podcast. J'ai une question sur le FTQ. C'est parfait, j'ai un podcast REER FTQ, épisode 4 avec Jimmy Boudreau. Va l'écouter. Point. C'est correct, ça me fait plaisir de répondre. Voici mon infolette, j'ai fait une capsule là-dessus. Là, on a fait 2 podcasts avec Nicolas Mounette sur le décaissement, mais il y a de la valeur comme ça se peut pas. Là. Genre, les gens vont sauver des milliers de dollars juste avec 2 podcasts gratuits. Moi, avec une consultation, ma petite formation, là, tu vas sauver, si tu investis jeune, puis que tu continues, c'est des milliers, des centaines de milliers de dollars en frais de gestion que tu vas économiser si tu suis ce que je te dis pour quelques dizaines, centaines de dollars de formation. Si tu veux pas faire ça, tant pis. Le problème, c'est qu'on est saturé maintenant dans la formation en ligne parce que tout le monde veut en sortir, parce que tout le monde pense que c'est le nouveau Eldorado, que tu vas faire de l'argent. Les gens pensent que une formation en ligne, OK, je me mets devant la caméra, oui, bonjour, voici comment ça marche, je mets ça sur YouTube, puis je vends ça. Man, attache ta tuque, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. C'est très compliqué de vendre des formations en ligne. Ouais, puis où est-ce qu'il y a un enjeu en plus? Puis je suis à la même place que toi. Puis c'est ce qu'on parlait à propos de drôlement inspirant et tout. Moi, j'ai pas envie d'embarquer dans le loop. Puis je sais, c'est ce que j'enseigne là. Dans le loop du hook, le CTA, le ci, le ça. Puis j'ai pas envie. Non, moi non plus. Tu sais, je veux dire, est-ce que. Le meilleur exemple que je pourrais te donner, on a commencé l'épisode. Et d'habitude, je devrais commencer l'épisode en disant abonne-toi, clique. Je m'en fous. Si tu veux t'abonner, abonne-toi. Si tu veux pas t'abonner, abonne-toi pas. Je ne veux pas embarquer là-dedans. Moi, je veux être authentique, je veux donner de la valeur, je veux donner des trucs, je veux donner des conseils, je veux partager des parcours inspirants. Puis si le résultat de ça, c'est de la business, parfait. Ouais, j'espère que ça va être ça, en toute honnêteté. On parlait de le gym à Varennes, les Patriotes, que je parlais avec le gars hier, le propriétaire, puis c'est ce que je lui disais. L'argent, c'est une chose, mais l'argent va juste découler parce que tu as fait un bon travail. Ouais. Vu que j'ai donné des bons cours, que j'ai des belles campagnes marketing, que j'ai mis out there qu'est-ce que c'était mon gym, c'est quoi les valeurs du gym, les Patriotes à Varennes, c'est ceci, c'est cela, on a tel coach, les enfants sont pris en charge. Là, tu te dis, OK, c'est un très bon gym, je vais m'inscrire. Plus tu as d'inscriptions, plus tu as d'argent. Donc, à la fin, ton salaire, c'est bien, c'est de l'argent, mais l'argent, c'est juste une conséquence parce que tu as bien fait les choses en business, c'est tout. Mais le problème qui arrive avec ça, c'est que maintenant, avec les médias sociaux, c'est que tu as bien beau être le meilleur au monde si personne te connaît. C'est ça. Fait que t'es mieux d'être
excellent ou moyen et d'avoir du bon marketing, tu vas être capable de t'en sortir que d'être expert. Tu sais, un expert en stratégie d'acquisition d'entreprise qui est dans son sous-sol, qui n'a pas de LinkedIn, qui n'a pas de site web, qui n'a pas rien, qui n'a pas de contact. Tant pis pour toi, c'est ça. Tant pis pour toi. Fait que t'es mieux. Mais sauf que le problème que j'ai avec ça, c'est que là, souvent, on arrive qu'on amène la médiocrité. Tu peux avoir quelqu'un qui est vraiment bon en promotion puis en marketing avec un savoir très, très moyen pourrait avoir plus de succès. Ouais. Fait que, tu sais, c'est cet enjeu. Puis, on s'entend, moi, je gagne ma vie avec les médias sociaux, j'enseigne, mais j'ai la prétention de dire que j'essaie de le faire de la bonne façon. Je veux pas te montrer comment bypasser le système, tout le kit, puis c'est de dire, sois authentique, partage ton contenu. Puis moi, la technique Moneyball, tu sais, j'explique toujours le triangle d'un projet, le temps, la qualité puis l'argent, choisis-en 2. Tu fais du contenu de qualité pour ton audience, puis après ça, choisis. Es-tu prêt à payer de la pub pour que ça aille plus vite ou tu es prêt à être patient? Puis moi, je travaille avec la patience. De dire, ça va prendre du temps avant que tu puisses te développer une communauté parce que juste mettre de l'argent, ben, puis je pense que l'investissement, c'est exactement la même affaire. Oui, c'est exactement ça. C'est je vais mettre de la qualité, donc je vais mettre un montant tous les mois que je vais mettre de côté, puis je vais être patient. Ouais. Les Warren Buffett, que c'est le plus grand investisseur de tous les temps, on dit, il dit que la bourse, dans le fond, c'est un transfert d'argent des mains des impatients aux mains des patients. Puis c'est exactement ça. Parce que quand tu commences... Et moi, vu que je fais du sport, c'est un peu avec le gym. Tu t'en vas au gym pour perdre du poids. Bon, ok, je vais au gym, j'ai marché un petit peu sur mon tapis roulant parce que je suis vraiment overweight, là, c'est compliqué. Ouais. Donc, je peux pas courir. J'ai fait un peu de tapis roulant, puis j'ai fait quelques biceps curls. Là, je rentre chez nous, je me mets sur la balance, j'ai pas perdu de poids. Bon, bah, j'arrête, ça sert à rien, ça marche pas ton truc. Faut que tu le fasses pendant X nombre de mois, X nombre d'années. Ouais. L'investissement, c'est ça. Et les gens, vu qu'ils voient pas les résultats immédiats, bah là, sont comme, ça marche pas. Et moi, vu que je suis un peu débile, quand j'ai commencé, j'arrête pas. Moi, je suis un malade dans la tête. Là. Quand je commence quelque chose, j'arrête pas. Je suis stické là-dessus. Donc, j'ai commencé à mettre de l'argent. Pas beaucoup. 50, 60 $ par mois, 100 $ par mois. Puis à un moment donné, j'étais avec ma blonde. OK, là, c'est un truc de malade. Là, je deviens complètement cinglé. Ou là, je pense juste à ça. Puis là, je disais, on s'était mis un budget. Puis on s'était dit, on est capable de mettre à nous deux 2500 $ par mois. En janvier, on avait calculé ça. Là. Je me souviens plus c'était quelle année. 2500 $ par mois. J'étais comme, OK, shit. On avait un fichier Excel. On mettait chaque dépense quotidienne. On allait au dépanneur, on le mettait dans la catégorie épicerie, dépanneur. On allait à l'épicerie, on mettait notre dépense. Donc là, on voulait plus écrire dans le fichier dépenses. Ah, t'es allé t'acheter un café ce matin au Tim Hortons? Ah, ben allez dans le fichier. Ça, ouais, vas-y. Okay. Puis, vu qu'on avait vraiment une relation de confiance avec ma blonde, on le mettait, on se mentait pas. Donc là, c'était comme un jeu de qui dépensait le moins. Donc là, premier mois, 4500 $ de côté, à nous deux. On faisait des bons salaires. Hein. Les gens sont comme, là, 4500, je fais même pas ça, moi, tout seul. Évidemment, on faisait des très bons salaires. On tourne à 250, 300 000 à deux. Donc, évidemment, on a toujours ça. Ouais, mais tu sais, je fais une parenthèse là-dessus. Le problème, puis je sais parce que j'ai déjà fait partie de cette catégorie-là, c'est pas l'argent qui rentre. Non, c'est l'argent qui sort. Parce que ça. Je veux dire, oui. Si tu fais 300 000 à deux, puis qu'on a une maison avec une hypothèque de 800 000, puis qu'on a une Tesla dans le cours, puis une BM, puis on veut un bateau, puis on va aller en voyage, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Fait que, tu sais, tantôt, quand je te parlais de ma mère, là, ma mère, elle a toujours fait des salaires très, très de base, mais ma mère, elle roulait comme ça. Il y a des revenus, les dépenses le moins possible, il en reste, puis on accumule. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est possible d'arriver, mais il faut que tu fasses des choix. Là, à cette époque-là, quand on a mis 4500 de côté pour notre premier mois, je pense pas qu'on faisait 300 000 par année, mais on faisait un bon revenu. On tournait un bon revenu. Puis en fait, ça a continué. Donc, il y a une année, on a mis 96 000 $ de côté. Wow. Une autre année, on a mis... notre plus grosse année, c'est 96 000 $ de côté. Après, on a tourné à 60, 75, mais quand même. Donc, ça nous a fait... parce que juste 96, tu le laisses là. Ah bah oui. Je veux dire, si c'est juste une année en 96 puis tu le laisses là pendant 30 ans, je veux dire... Je suis gradure, puis tu payes ta maison, puis tout. Mais attention, on vivait dans une petite maison à McMaster, un petit bungalow bien correct. On était très bien là-bas. On avait 2 voitures payées. On n'allait pas vraiment au resto. Mais en même temps, les gens, mais tu profitais pas. Ouais, mais
OK, fine. Tantôt, tu as dit un truc super important. Puis j'ai oublié de te le dire. Tu disais que tu avais eu la Audi, la voiture, etc. Maintenant, tu le sais que c'est plus ça qui te rend heureux, toi. Je m'en bats les couilles. Mais parce que tu l'as eu. Ouais. Je vais prendre un autre exemple parce que je veux pas. C'est trop personnel, donc je vais inventer l'exemple. Mais pour certaines personnes, on va dire mon cousin, c'est non entendable quand je lui dis, moi j'ai la maison, la piscine creusée, la BMW M4 qui va vite en plus, puis qui a un beau son. Puis tu sais quoi, c'est dans les années où j'ai fait 30 000, 40 000 par mois, que j'avais la BM, que j'avais la maison avec la piscine creusée, est-ce que tu savais que c'était mes années où est-ce que j'ai été le plus malheureux et le plus down mentalement? Mon cousin a envie de m'insulter. Ouais. Il se dit, bah ouais, tu me niaises-tu? Ouais, j'aimerais ça être déprimé dans une BM. Exactement. Ouais. Mais oui, guys, c'est vrai. Et quand j'ai fait une conférence au Collège français il y a 2-3 ans, je pense, 2 ans. Puis c'est ce que j'avais dit. Je leur ai montré, j'avais mis la photo de ma maison sur le PowerPoint. Après, j'ai montré mon compte en banque. Puis après, j'ai montré la BM. Puis je leur ai dit, d'après vous, cette année-là, comment je me suis senti? Puis là, c'était comme, oh my God, genre, ça doit être fou et tout. Je dis, c'était l'année 2023. C'était l'année où j'étais le plus malheureux dans ma vie. Mais ma mère, elle m'en a parlé la fois passée, des pensées noires, là. Genre où je me disais, si j'ai pas ma petite, ou ma fille, et puis si j'ai pas ma femme, je pense que ça vaut pas la peine de vivre. Puis là, ma mère, je lui avais dit ça une fois, elle capotait. Elle est comme, Simon, tu peux pas dire ça. Puis je suis comme, non, je te dis ça en toute lucidité. Je suis pas dépressif. Là. Je me lève le matin, je suis capable d'opérer, mais j'ai pas d'objectif. J'ai pas de raison. Tu sais, t'as pas nécessairement une raison de mourir, mais t'as pas de raison de vivre. Exactement. Si c'est ça la vie, puis il faut que je t'offre ça jusqu'à 60 ans, puis après de tomber en mauvaise santé. Non, honnêtement, ça m'intéresse pas. Je suis bien, je fais ce que j'ai à faire. Puis c'est tough à dire ça, et c'est non entendable. Tout comme quelqu'un qui va se plaindre, ça je l'ai déjà dit à ma mère la fois passée, quelqu'un qui va se plaindre que son lave-vaisselle fonctionne pas, quand on a dans d'autres pays qu'ils ont même pas de quoi manger, donc ils ont rien à mettre dans le lave-vaisselle parce qu'ils ont pas de vaisselle. Ouais. Quand toi, t'es allé au Tim Hortons puis que tu chiales parce que ta tranche de fromage elle est un petit peu sur le côté ou dans ton Big Mac, il y en a qui, leur rêve, ce serait de pouvoir manger un Big Mac. Ouais. Et c'est à ce niveau-là. Ouais, 100%. C'est juste des comparaisons que... Tu sais, la fois passée, je disais que j'ai fait une vidéo qui a un peu popé sur TikTok où je me fais insulter parce que je dis qu'avec ma blonde, on avait une mentalité, on vivait comme des pauvres. Tu sais, mais c'est pas vrai, on vit pas comme des pauvres. Mais je dis, on avait la mentalité de faut payer la clôture de piscine, ça coûte 10 000, etc. Puis là, les gens, c'est comme clôture de piscine plus pauvreté, ça va pas dans la même phrase. C'est vrai plus ou moins, mais tu sais... C'est pas parce que tu as de l'argent... Mais on comprend le deuxième degré. C'est que, tu sais, il y a une différence entre... Moi puis je vais revenir à l'histoire de ma mère, là, parce que je disais, ma mère a dit, elle n'est pas riche. Ma mère n'est pas riche. Ma mère est à sa retraite maintenant. Je dis, mais ça dépend comment tu définis ta richesse. Si tu définis ta richesse à l'argent que tu as ou aux actifs que tu as, tu n'es pas riche. Mais je dis... Tu as une richesse que beaucoup de gens n'ont pas, tu es indépendante financièrement. Ouais. Ma mère, l'argent qui rentre à tous les mois avec ses investissements qu'elle a fait et tout ça, par rapport à ses dépenses, il en reste. Bon. Fait que ma mère a 70 ans aujourd'hui. Ma mère peut littéralement ne plus vivre encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans et elle est indépendante financièrement. Même si elle a un petit appart à Longueuil puis elle a un véhicule qui n'est pas neuf puis... Mais tu comprends, oui. Cette notion-là. Puis c'est ça que ça m'a pris du temps, moi, à comprendre. Parce que moi, j'étais beaucoup dans le paraître, puis l'acceptation des autres, puis la belle auto, puis la belle maison, puis de dire, les gens, tu sais. Puis il y a quelque chose, puis je le dis toujours à mes enfants, puis ça me fait particulièrement rire, là. C'est... t'as pas idée à quel point les gens se calissent de toi. C'est fou. Tu sais, mon gars, il s'est acheté un manteau rouge dans une friperie, 25 $. Il était super content. Et là, il disait, tu sais, j'ai mon manteau rouge, mais pour faire du ski, mais j'ai un casque rouge. Il dit, là, je vais vraiment être rouge beaucoup. Il dit, ça va avoir l'air un peu fou, tu sais, sur les pistes de ski. Je dis, mais ça, si tu prends en considération que les gens te regardent. Ouais. Parce que la majorité des gens, ils en ont rien à battre de toi, là. Tu connais le biais du spotlight? Non. C'est un biais psychologique. Le biais du spotlight, c'est quand on pense que le personnage principal de ta vie, c'est toi. Le personnage principal de ma vie, c'est moi, évidemment, puis c'est normal. Mais le biais du spotlight, c'est de penser que le personnage principal de ta vie, c'est moi. Ouais, c'est ça. T'es pas le personnage principal de l'histoire de tout le monde. Exactement. Les gens, ils en ont... Puis encore plus aujourd'hui, où est-ce que les gens sont dépassés, sont débordés, ils ont du...
On est martelé de marketing, de réseaux sociaux. Ils en ont rien à foutre de toi. Que tu arrives dans ta belle BMW au feu rouge, puis que là, la personne à côté te regarde, puis que tu dis, check, elle doit se dire... Là, toi, tu t'en vas pendant 3 minutes en disant, la personne à côté, elle a dû se dire, le gars, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Oh, il y a une belle voiture. Non, la personne, j'exagère, là, mais la personne à côté, là, elle est partie, elle a fait son feu rouge, elle a peut-être dit, c'est une belle auto, mais c'est tout. Là. Ben, c'est quoi? C'est Simon Sinek qui dit, c'est pas ce que je pense de moi qui importe, c'est pas ce que toi, tu penses de moi, c'est ce que moi, je pense que toi, tu penses de moi qui est important. Ouais, et il fait même l'exemple avec une BMW. Simon Sinek, là, il fait une conférence, il parle de la BMW et il dit exactement, ce genre de truc-là. Il dit, est-ce que c'est toi au volant de ta BM, comment tu te sens? Ou est-ce que c'est toi au volant de ta BM, comment tu te sens? Parce que l'autre, elle parce te que regarde. Tu penses que l'autre te regarde et dit, waouh, il y a une BMW, j'aimerais ça avoir sa BMW. Ouais. Mais c'est ça. C'est du vent, en fait. Mais j'étais là-dedans. Ouais, pareil. J'étais là-dedans. Puis aujourd'hui, je l'ai réalisé. Puis ça l'a amené des changements du fait que je me suis isolé. Je suis parti un petit peu plus de mon côté, moins de gens dans mon réseau parce que. Puis je fais mes trucs. Puis c'est quoi le résultat au final de ça? On dirait que j'ai besoin de moins dépenser. Mais comme j'ai besoin de moins dépenser, j'ai besoin de générer moins. Ouais. Puis là, j'ai pu reprendre le contrôle. Je le disais, moi, cet été, j'ai fait du 2 jours semaine. Jamais j'aurais pensé un jour faire ça de ma vie. Là. J'avais regardé mes finances, j'ai dit, Kim, je peux me permettre cet été de faire du 2 jours semaine. Fait que je travaille les mardis, les mercredis, les jeudis, puis le reste du temps, c'est je vais au gym, je profite de la vie, je vais jouer au golf, je passe du temps avec mes enfants. Je suis comme, wow. Mais dans mon ancienne vie, grosse maison, gros char, Non, les paiements, ils rentrent, là, oublie ça. Bah ouais, ça rentre, on peut pas s'en sauver. C'est sûr. Ce fut fort intéressant. On aurait pu continuer comme ça pendant des heures. Il faudrait que tu m'amènes jouer au golf. J'ai jamais joué, j'aimerais vraiment ça, apprendre à jouer au golf. Ben, ça va me faire plaisir. En plus, on habite pas loin. Ouais, on va aller frapper des balles. C'est que j'ai le biais du spotlight de me dire que je vais être tellement ridicule parce que je sais pas comment m'habiller puis je sais pas comment jouer que les gens vont dire... je vais faciliter encore plus la vie. Là. Moi, quand j'ai commencé dans un simulateur intérieur. Okay. Comme ça, ta balle, elle reste dans le cubicule. Okay. Fait que si tu rates ton coup, il n'y a pas personne qui le voit. Tu es tout seul. Tu es capable de je risque pas de tuer quelqu'un. Non, puis tu peux t'habiller comme tu veux. Fait que tu sais, je viens d'enlever les deux. Puis il fait très sombre dans ces places-là. Okay. Fait qu'il n'y a pas de spotlight, t'es correct. C'est parfait. J'aimerais ça. C'est vraiment un truc que ça fait un bout, j'y pense, que j'aimerais ça aller jouer. Je m'étais inscrit il y a 2 ans. Puis finalement, il pleuvait à CEO, donc ça avait été annulé. Mais c'est un truc que j'aimerais ça, l'extérieur, de profiter de la lumière du soleil un peu que de rester enfermé sur le téléphone ou l'ordi. Moi, j'adore ce que j'expliquais tantôt à Vince qui est ici, c'est que là, j'ai commencé cet été, parce que les terrains de golf l'été sont très remplis. Okay. Moi, je vais aux Arpents-Verts à Saint-Mathieu-de-Belleuil, puis moi, j'y vais à 6h30 le matin. Fait que le premier départ, 6h30, c'est un 9 trous. Mais je finis vers 7h45, 7h50. J'embarque dans l'auto, je retourne à la maison, il est 8h. Okay. Fait qu'il est 8h le matin, je suis assis à la maison, je suis allé jouer un 9 trous, puis on est prêt à commencer la journée. J'adore ça. Si les gens ils veulent en apprendre plus sur toi, Simon, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Surtout sur Instagram. Ouais, Simon.finance. Ouais, exactement. Ouais. Puis sinon, je suis beaucoup sur TikTok. C'est sûr qu'Instagram, je mets tout le temps peut-être plus de stories, plus de contenu. Puis ce que j'ai envie de dire, c'est que si tu veux être bon en finance, en économie, tu n'as pas besoin de suivre mes formations, là. Tout se retrouve gratuitement sur Internet. Mes formations, c'est juste que ça va être condensé. C'est qu'au lieu d'avoir plein de sons de cloche différents qui traînent sur Internet, tu vas avoir quelque chose de factuel de quelqu'un qui l'a déjà fait puis qui essaie pas de te vendre du rêve. Point. Puis les formations, j'en vis pas. Je vis pas de ça. Je pense que je break even pour payer les studios, la pub, etc. Peut-être qu'un jour, je vais en vivre, comme je l'ai fait avec Lib, mais là, à date, c'est pas le cas. Donc, c'est ça. C'est ce que j'ai envie de dire, dans le sens qu'il y a plein d'informations qui sont déjà en ligne, mais que si tu veux un truc condensé, ou est-ce que je te parle pas pendant 2 heures pour te dire n'importe quoi, tu sais que c'est straight to the point, là. Puis c'est pour ça que je dis, j'ai des infolettes, j'ai des podcasts, juste en écoutant tous les podcasts, lire les infolettes. Il y a de la valeur comme c'est pas possible, parce que tu sais, moi j'en suis quand même beaucoup. Des podcasts de finance, des livres de finance. Tu sais, j'ai lu récemment de 0 à millionnaire de Nicolas Bérubé que j'ai adoré. Très bien. Et puis j'ai vraiment flashé sur ton contenu. J'étais comme, j'aime ça. C'est facilement, c'est marchable. Ouais. C'est facilement compréhensible. Puis c'est des faits, tu vois que c'est réel et tout.
Fait que j'ai trouvé ça super intéressant. Merci d'être venu. C'était super Ça fait agréable. plaisir. C'était un bon podcast, un bon mélange. Et je suis toujours mauvais dans les finales. Merci beaucoup tout le monde. C'était Marco pour la Technique Moneyball.